Bonjour et bienvenue dans La Voix des auteurs, votre podcast qui parle de livres et de ceux qui les écrivent. Au sommaire cette semaine, c'est un auteur qui a inspiré de nombreux artistes, dont de grands réalisateurs qui ont adapté au cinéma plusieurs de ses livres. L'auteur de la semaine est Joseph Conrad. 3 auteurs, 3 livres. Cette semaine, nous voyagerons en Italie avec Mélanie Taquet, nous vivrons des aventures fantastico-culinaires avec Lucie Beluga et on assistera à une vendetta familiale avec Karine Foulon. Il est d'usage d'écrire tous les jours pour que l'écriture devienne un réflexe. Écrire oui, mais écrire quoi? Cette semaine, je vous parle d'un conseil donné par l'auteur Lionel Davoust. Et pour l'instant lecture, je vous lirai quelques lignes du premier roman de Joseph Conrad, La Folie à Mayer. Qui est Joseph Theodor Konrad Korzeniowski, dit Joseph Conrad? Britannique d'origine polonaise, fils de résistant et orphelin à 11 ans, le jeune Joseph n'a pas un début de vie facile. Confié à son oncle maternel Tadeusz Bobrowski, il restera très attaché à lui et continuera à lui écrire jusqu'à la mort de ce dernier. C'est d'abord une carrière maritime qu'il embrasse, en devenant mousse sur un voilier à Marseille en 1874, avant d'embarquer 4 ans plus tard sur un navire marchand britannique. Il y fera carrière pendant 16 ans, passera son brevet de capitaine et obtiendra la nationalité britannique sous le nom de Joseph Conrad. L'écriture l'attire, et bien qu'il parle aussi bien le polonais, le français que l'allemand, c'est en anglais, la langue de sa nouvelle patrie, qu'il décidera d'écrire. Conrad navigue de Bornéo à Béro, du Congo jusqu'en Australie, mais en 1894, il met un terme à sa carrière maritime. Il est pris de passion pour l'écriture et d'ailleurs, il n'a pas cessé d'écrire pendant ses voyages. Il a emmené partout avec lui le manuscrit du roman qui deviendra, plus tard, La Folie à Mayer. Dans ce premier roman, publié en 1896, il y dépeint la perdition d'un occidental en Malaisie, un thème récurrent dans ses œuvres. Joseph enchaînera les romans, mais le succès public se fera attendre. Heureusement pour lui, c'est avec le roman Chance, Fortune en français, qu'il obtiendra la notoriété qu'il mérite en 1914, soit la publication de son 11e roman, alors que des livres tels que Au cœur des ténèbres, Lord Jim, Nostromo ou encore Le Nègre de Narcisse sont déjà parus. Depuis, Joseph Conrad a inspiré de grands artistes, auteurs et réalisateurs de films. Jack London parle de lui dans Martin Eden, ainsi que William Burroughs y fait allusion dans son autobiographie. André Gide l'a même quitté dans le milieu littéraire français et traduit le roman Typhon. Ces livres ont été adaptés au cinéma par les plus grands, Alfred Hitchcock, Ridley Scott, Francis Ford Coppola. Les textes de Conrad sont sombres et profonds. Ces personnages faillibles et désenchantés, mais qui ne renoncent jamais à affronter la vie. Conrad décédera le 3 août 1924, laissant derrière lui un roman inachevé, L'attente. Et c'est pour toutes ces qualités qu'il recèle en eux que je vous invite à découvrir ses textes, nouvelles et romans et à connaître cet auteur qui n'a pas fini de vous faire voyager. L'auteur de la semaine était Joseph Conrad. Et c'est en Italie, plus précisément en Toscane, que nous emmène l'auteur Mélanie Taquet. Cette Française expatriée à Londres, finaliste du concours de nouvelles I-Point et Libri Nova, nous livre aujourd'hui son premier roman, Une vita passi dolce. Sous ses airs de romance chick-lit et feel-good, ce roman traite de sujets profonds avec délicatesse et humour. Dans son roman, Mélanie Taquet nous raconte l'histoire de Nina, venue sur un coup de tête en Italie rejoindre sa meilleure amie, Anna, propriétaire d'un bed and breakfast, la Dolce Vita. Mais entre Anna, préoccupée par ses problèmes de couple, et Nina, qui fuit la réalité au bras d'un Napolitain, les retrouvailles ne seront pas à la hauteur de leur espérance. Sous le soleil de Florence, les parts d'ombre et de lumière de chacun se révéleront tour à tour. Ce roman, publié par Libri Nova début juin, est présent sur toutes les grandes plateformes commerciales numériques et en impression à la demande sur Amazon. La vie de Lady n'est pas faite pour tout le monde, surtout pas pour Lady Charlotte Marmelade. Créée d'après une idée originale du peintre Chimère, les aventures fantastico-culinaires de Lady Marmelade est une saga young adulte écrite par la jeune auteure Lucie Beluga. Alors que nous sommes dans le 19e siècle, Charlotte va fuir le manoir familial et un mariage forcé. Elle va vivre des aventures fantastico-culinaires pour créer la meilleure confiture et prouver à son père qu'elle vaut mieux que la vie qu'on lui offre. Dans L'échappée gourmande, le premier tome, la jeune aristocrate va tenter de traverser la Manche pour échapper à son destin précipité, mais elle sera rapidement retrouvée par son fiancé dans la ville lumière. L'auteur nous promet des péripéties toutes plus surréalistes et fantaisistes les unes que les autres.
C'est en 2016 que Lucie Beluga remporte le prix du pitch Librinova et se décide à s'en servir comme tremplin pour trouver une véritable maison à sa chère Lady. C'est un livre à retrouver sur le site Librinova à partir du 10 juillet. On se retrouvera plongé au cœur du Chicago des années 20 avec Karine Foulon qui signe son premier roman. Cet auteur, professeur agrégé de lettres modernes, nous offre une immersion dans les années folles avec Chicago Requiem. Tout commence avec un corps repêché dans un fleuve en 1923 et un homme qui, au fil des ans, vient fleurir la tombe de la victime. Puis on reviendra en 1921, 2 ans avant le drame, et on tentera de relater les événements qui se sont produits en suivant Meredith, qui vient tout juste de sortir de prison et qui veut se venger de ceux qui l'y ont conduit, à commencer par son frère William qui, lui, s'est installé paisiblement dans un manoir avec femme et enfants. Vendetta, mafia, règlement de compte et romance sont au cœur de ce roman noir. Le roman de Karine Foulon est publié aux éditions Dreamcatcher et est disponible sur leur site internet depuis le 1er juillet. Sachez que vous pouvez retrouver tous les liens vers les différentes boutiques dans la description du podcast et surtout n'hésitez pas à donner votre avis sur tous ces livres. Cette semaine, dans le conseil d'écriture, je vous livre un conseil trouvé sur le site d'un auteur, Lionel Davoust. Que nous dit-il ? Lionel Davoust nous parle de l'habitude d'écrire, de comment affronter cette peur que l'on peut ressentir face à sa feuille blanche, et de comment écrire beaucoup plus qu'on ne le fait. Et la réponse est simple, il suffit d'écrire mais pas n'importe quoi. Pour éviter d'avoir un trou devant sa feuille ou devant son écran, Lionel Davoust nous parle de Kourojini, dont le professeur de piano lui donna une seule et unique recommandation. Toucher le clavier tous les jours. C'est-à-dire d'aller au piano, de ne jouer que quelques secondes mais de le faire chaque jour. Et ceci sans obligation de résultat parce que le but n'est pas de jouer parfaitement un morceau, mais de le jouer. Et cette démarche entraîne un message à la psyché qui fait de cet acte un geste quotidien et ainsi muscle le cerveau. Retranscrit pour l'écriture, ça devient « écrivez une phrase chaque jour ». Mais l'idée n'est pas juste d'écrire, c'est d'écrire une phrase en rapport avec votre histoire. Cela vous évitera petit à petit de ne plus savoir quoi écrire, ça vous fera avancer dans votre histoire, dans votre projet, et surtout, vous verrez que vous écrirez de plus en plus chaque jour, à chaque instant. Donc prenez une poignée de secondes chaque jour pour écrire cette phrase en rapport avec votre histoire, et prenez-en une deuxième pour lire l'article complet de Lionel Davoust à ce sujet. Et c'est l'instant lecture avec quelques lignes du premier roman de Joseph Conrad, La folie Almeyer. Caspar, Macan! Les accents stridents de la voix familière arrachèrent Holmeyer à son rêve d'un splendide avenir pour le replonger dans la réalité désagréable du présent. La voix était désagréable aussi. Depuis des années qu'il l'entendait, elle lui déplaisait chaque année davantage. Aucune importance. La fin de tout cela était proche. Mal à l'aise, il remua les pieds mais ne réagit pas autrement à l'appel. Accoudé des 2 bras à la balustrade de la véranda, il continua à regarder fixement la grande rivière qui coulait sous ses yeux, indifférente et pressée. Il aimait la regarder au coucher du soleil, peut-être parce qu'alors l'astre déclinant couvrait les flots de la Pantaille d'un reflet d'or luisant, et que l'or était souvent au centre des pensées d'Holmeyer. L'or qu'il n'avait pas réussi à amasser, l'or que les autres avaient amassé, malhonnêtement bien sûr, ou l'or qu'il saurait encore amasser pour Nina, et pour lui-même par un labeur honnête. Perdu dans son rêve de fortune et de puissance, loin de cette côte où il habitait depuis tant d'années, il oubliait l'amertume du travail et de la lutte dans la vision d'une énorme et splendide récompense. Il vivrait en Europe, sa fille et lui, riche et respecté. Qui penserait au sang mêlé de la jeune fille devant sa grande beauté et l'immense fortune de son père? Témoin des triomphes de Nina, il redeviendrait jeune. Il oublierait ses 25 années de lutte accablante sur cette côte où il se sentait prisonnier. Il touchait presque au but. Il suffisait que Dane revienne, et il ne pouvait manquer de revenir bientôt dans son propre intérêt pour avoir sa part. Plus d'1 semaine de retard déjà. Peut-être serait-il de retour cette nuit même. Telles étaient les pensées d'Holmeyer, tandis que debout sur la véranda, dans sa maison neuve, mais déjà délabrée, ce dernier échec de vie, il regardait la large rivière. Ce soir-là, ses eaux n'étaient pas teintées d'or, car gonflées par les pluies, elles roulaient sous son regard distrait, un flot tumultueux et boueux entraînant des débris de bois, de grands troncs morts et des arbres entiers déracinés avec leurs branches et leurs feuillages, entre lesquels elles tourbillonnaient dans un grondement furieux.
Un de ces arbres à la dérive vient s'échouer sur la rive en pente douce tout près de la maison, et Holmeyer, oubliant son rêve, observa, vaguement intéressé. L'arbre tourna lentement sur lui-même dans le sifflement de l'eau écumante, puis, bientôt libéré, repartit avec le courant et basculant lentement, éleva vers le ciel une longue branche dénudée, telle une main tendue en une invocation muette contre la violence inutile et brutale de la rivière. L'intérêt d'Holmeyer pour le destin de l'arbre augmenta rapidement. Il se pencha pour voir s'il passerait sans encombre la pointe basse en aval. Quand il l'eut franchi, Holmeyer se redressa. Il pensait que l'arbre avait désormais la voie libre jusqu'à la mer, et il enviait le sort de cet objet inanimé qui se faisait de plus en plus petit et indistinct dans l'obscurité croissante. Quand il le perdit tout à fait de vue, il se demanda jusqu'où l'emporterait les courants marins. Vers le nord ou vers le sud? Vers le sud probablement jusqu'en vue de Célèbes ou de Macassar même, peut-être. La voix des auteurs, c'est terminé. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.